de ruralité, leur adaptation. Et bien sûr, on parlera ZRR, on parlera donc ces zones de revitalisation rurale, et puis aussi de l'évolution de l'agenda rural. Deuxième séquence, on parlera finance, comment redonner une visibilité financière pluriannuelle, prendre en compte aussi la valeur des services rendus par les territoires ruraux. Et puis une troisième phase de débat, construire l'avenir des territoires ruraux avec leurs habitants. Bien évidemment, vous pouvez intervenir tout au long de cet après-midi. Il y a un espace de questions. Ce congrès est le vôtre. Et pour co-présider nos débats tout au long de cet après-midi, j'appelle Karine Gladec-Morin, présidente de la communauté de communes des Collines du Perche, mais qui est aussi maire adjointe de Couëtron-au-Perche, et qui est accompagnée de Cécile Gallien, maire de Voré-sur-Arzon, dans la Haute-Loire, vice-présidente de l'AMF, et vous animez tout au long de l'année la commission des communes et des territoires ruraux de l'AMF. Et vous nous guiderez dans les débats de cet après-midi. Je le disais, une première séquence, adapter les outils d'accompagnement, adapter aussi donc ZRR, agenda rural aux différents types de ruralité et leur adaptation. Et pour en parler, j'invite Marie Breuillet. Marie Breuillet est chercheure en économie à l'INRAE et elle a participé à une vaste étude dans le cadre du POPSU, une plateforme d'observation sur ce qu'on a appelé l'exode urbain, a-t-il eu lieu, elle nous le dira. Régine Poveda est maire de Meillan-sur-Garonne, vice-présidente d'une interco Val-de-Garonne Agglomération, et Ludovic Rochette, maire de Brognon en Côte d'Or, président d'une communauté de communes qui s'appelle Norge et Tille, président des maires de Côte d'Or. Ils ont rédigé pour l'AMF et travaillé sur un rapport justement sur les ZRR. Avec nous aussi cet après-midi Véronique Buzadou, qui est maire de Cana dans l'Allier et présidente de la communauté de communes Saint-Pourçain-sur-Sioule, Limagne, et elle est la présidente des maires de l'Allier. ZRR, agenda rural, les outils, on en parlera avec Bernard Delcros, sénateur du Cantal, qui travaille beaucoup ces sujets au Palais du Luxembourg. Un autre acteur de développement rural, c'est Olivier Sichel, le directeur général délégué de la Caisse des dépôts, directeur général de la Banque des territoires. Voilà, prenez place, messieurs. Et nous attendons qu'il nous rejoindra dans un petit moment Dominique Faure, la ministre, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ruralité. Voilà, les présentations sont faites. Et avant de rentrer dans le débat, eh bien, j'évoquais à l'instant cette enquête menée par le POPSU, la plateforme d'observation des projets et stratégies urbains. On s'était posé la question de l'effet Covid, l'effet crise sanitaire. Y a-t-il eu un exode urbain? La formule était celle de l'intitulé de l'enquête, mais plus intéressant, c'est de voir la réalité dans la diversité des territoires. Je le disais, vous êtes chercheuse en économie à l'INRAE. Marine Breuillet, nous vous écoutons. Merci. Effectivement, en tant que maire, vous vous êtes sans doute demandé quel a été l'impact de la Covid-19 dans votre commune. Est-ce que vous avez gagné des habitants? D'où viennent ces habitants? Et où vont ceux qui en partent? Et donc, pour répondre à ces questions, pour poser un diagnostic et plus largement savoir si réellement la Covid-19 avait rendu malade la ville, POPSU Territoire, en partenariat avec le Réseau Rural Français et avec le PUCA, a lancé un programme de recherche qui réunit 3 équipes. Une équipe en géographie quantitative et en sociologie qui a analysé les consultations des annonces sur le site Le Bon Coin. Une équipe en sociologie qui a étudié 6 terrains, en particulier des terrains périurbains et des terrains ruraux. Et notre équipe, composée de géographes et d'économistes, qui a travaillé en partenariat avec La Poste, Meilleurs Agents et Se Loger. Et nous avons avec notre équipe quantifié les flux de migration entre toutes les communes de France. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter ces outils d'analyse que nous avons développés.
ménage change de résidence principale, 2 fois sur 3, il souscrit un contrat d'expédition de courrier. Donc nous avons eu l'idée d'utiliser ces données, ces contrats d'expédition de courrier de la Poste pour retracer, reconstruire des flux de mobilité résidentielle. Et au-delà, cette base de données, qui est exploitée pour la première fois par la recherche académique, permet également de suivre, d'analyser les mobilités temporaires, donc par exemple un ménage qui séjourne dans sa résidence secondaire, et d'analyser les relocalisations d'entreprises. Autre source de données que nous avons utilisée, données originales, les estimations réalisées sur la plateforme Meilleurs Agents. Donc en suivant un utilisateur qui a fait une estimation en tant que propriétaire et ensuite en tant que futur acheteur, nous avons reconstruit des flux d'intention de mobilité. Et donc sur la base des contrats de réexpédition de courrier, nous avons cartographié tous les flux nets de migration entre toutes les communes de France, avant Covid et après Covid. Et comme un régime qui n'aurait pas fonctionné, on ne voit pas de différence entre l'avant et l'après. Autrement dit, il n'y a pas eu d'exode urbain massif. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Nous montrons en particulier qu'il y a 2 phénomènes qui étaient déjà présents avant la crise sanitaire et qui se sont renforcés avec la crise sanitaire. Le premier, c'est le renforcement du processus de rééquilibrage de la hiérarchie urbaine. Autrement dit, davantage de ménages ont déménagé, se sont relocalisés dans des villes de taille plus petite. Et ça, on l'observe pour toutes les catégories de villes. C'est-à-dire qu'on observe une augmentation des déplacements des grandes villes vers les villes moyennes, vers les petites villes, vers les communes rurales, mais également des villes moyennes vers les petites villes, vers les communes rurales, et également des petites villes vers les communes rurales. Pour vous donner quand même quelques chiffres, la plupart des déplacements, des flux de migration résidentielle, se font à l'intérieur de mêmes catégories de villes. C'est-à-dire que 37% des déplacements, des déménagements se font entre grandes villes, 12% entre villes moyennes, 8% entre petites villes et 7% entre communes rurales. Deuxième phénomène également qui s'est renforcé avec la crise sanitaire, la périurbanisation. Quelle que soit la taille de l'aire urbaine, nous observons une augmentation des flux de migration de la ville-centre vers la banlieue et vers les couronnes. Alors pour alimenter ce débat qui porte sur la ruralité, je vais vous donner quelques chiffres. Tout d'abord, le solde migratoire des communes rurales, il est très excédentaire et supérieur à celui de toutes les autres catégories de villes, supérieur à celui des petites villes et villes moyennes. Il était en léger déclin avant la crise sanitaire et on observe depuis le début de la crise sanitaire un regain d'attractivité. Il est passé de 7,9 ménages pour 1000 ménages à 9,47 ménages, soit la plus forte hausse parmi tout le reste des villes. On observe également un regain d'attractivité pour les petites villes. En revanche, le solde migratoire des villes moyennes est quasiment stable. Et le solde migratoire des grandes villes et de Paris, qui était déjà très négatif, bien dans le rouge, s'est creusé. Cette perte d'attractivité des grandes villes et de Paris s'est accentuée. Alors cet attrait du rural, Meilleurs Agents montre qu'il a en grande partie tiré les prix d'immobilier à la hausse depuis la crise sanitaire, en particulier dans les communes périurbaines, où les prix d'immobilier ont augmenté de 19,9%, et dans les communes qui ont un nombre important de résidences secondaires. Alors pour terminer, je vais répondre à 2 questions que vous vous posez certainement. Première question, où partent les ruraux? Alors, à 75%, ils se déplacent dans d'autres communes rurales ou vont dans des petites villes. Et cette part a augmenté avec la crise de la Covid-19. Seuls 11% des ruraux sont attirés par des grandes villes et par Paris, et cette part diminue depuis le début de la crise sanitaire. Deuxième question, d'où viennent les nouveaux emménagés dans les communes rurales? Ils viennent à 60% d'autres communes rurales ou de petites villes, mais leur part a baissé avec la crise sanitaire, et au contraire, la part des Parisiens et la part des habitants de grandes villes a augmenté. Elle a augmenté de 1,07% pour les Parisiens et de 0,73% pour les grandes villes. Donc, en résumé,
il n'y a pas eu de déferlement massif des urbains dans les campagnes, pas eu d'exode urbain massif, mais toutefois un regain d'attractivité des communes rurales, ce qui s'est traduit dans les prix de l'immobilier. Il y avait toutefois une grande diversité à la fois de profils de territoire et de profils de ménage. Les résultats de cette étude, donc de Conçu Territoire, sortiront d'ici quelques semaines. Donc vous pourrez voir tous les graphiques, les cartes, les schémas que nous n'avons pas pu vous montrer aujourd'hui pour des raisons techniques. Mais donc vous pourrez les voir très bientôt dans quelques semaines. Et en attendant, vous pouvez consulter la première note de synthèse qui était sortie en mars 2022 sur le site de Conçu Territoire. Merci beaucoup Marie Breuillet. Alors, une évolution modérée, mais qui peut produire de grands effets aussi dans nos communes rurales. Alors, je me tourne vers les coprésidentes de séance. Karine Gloanec-Morat, comment vous lisez ces résultats de l'enquête Conçu? Nous avions eu le plaisir en commission communes et territoires ruraux, Cécile et moi, d'accueillir une collègue de Marie Breuil, et merci beaucoup pour votre présentation, avec les graphiques là, mais vous les aurez, et nous avons voulu vous faire partager, c'est vrai, cette analyse, parce que nous sommes persuadés que, bien sûr, la crise sanitaire a révélé un mouvement qui existait déjà et qui permet de mettre nos ruralités en perspective pour l'avenir, avec sans doute le souhait des populations des zones concentrées, des zones des villes, des grandes villes, des populations qui se mobiliseront pour venir explorer la vie au quotidien des ruralités, et nous devons, nous, maires ruraux et élus ruraux, nous préparer à cet exode urbain que nous souhaitons. Alors, merci vraiment pour cette explorer et souhaitons vivre aussi. Alors, comment y vivre bien Alors moi, je voudrais que vous complétiez en fait vos recherches, parce que depuis 3-4 ans, j'ai eu la chance de travailler sur l'agenda rural français. C'est vrai qu'on pressentait ce déplacement des villes vers les campagnes. Alors, sauf que pour nous, ça fait un énorme effet. Moi, j'ai regardé dans ma commune et je le demande à chaque fois que je croise un collègue. Maire, est-ce que tu as beaucoup de DIA? Vous savez, les déclarations d'intention d'aliéner. On en a de plus en plus. On a des gens qui viennent, en tout cas en Haute-Loire, dans ma commune et partout ailleurs, du sud de la France, parce qu'ils sont trop chauds, il y a trop de monde. Du nord, parce que chez nous, il y a des montagnes et c'est plutôt joli. De l'ouest, parce qu'il y a du rapprochement familial. Ils viennent, alors j'aurais aimé que vous parliez des typologies. Dans on va dire, les nouveaux installés, on a à peu près la moitié de retraités et la moitié d'actifs. Ils viennent pour créer une activité agricole dans le maraîchage ou autre chose, le conjoint travaillant dans le numérique, et si on a la téléphonie mobile et un réseau correct, on peut travailler à la campagne. Ils viennent pour développer des animations culturelles qu'on a aussi, qu'on sait faire dans nos territoires. Ils viennent pour reprendre le commerce du coin. Ils viennent, voilà. Moi, j'aimerais que vous regardiez, vous demandiez aux notaires, faites cet exercice, chers collègues, demandez aux notaires de chez vous et aux agents immobiliers. Je suis persuadée qu'il y a une envie de campagne et une installation dans nos campagnes de France qui se caractérise à des endroits par des augmentations énormes de prix, ce qui fait que les locaux ne peuvent plus habiter, mais dans d'autres coins, dans le Massif central, c'est un peu moins vrai. Voilà, on n'a pas. Il y a encore un peu de marge. Il y a encore un peu de marge. Mais moi, regardez ça, pour nous des habitants en plus, c'est de la vie dans nos écoles en plus, c'est des bénévoles qui s'inscrivent. Alors évidemment, il faut que le mode de vie urbain et le mode de vie rural fassent bon ménage, mais on est tous français, hein, donc voilà, on devrait arriver à s'entendre et à participer, c'est aussi le troisième chapitre de notre débat aujourd'hui, à faire participer les habitants au beau devenir de nos campagnes de France. C'est de la vie, mais c'est aussi de la demande de service. Et donc, c'est aussi pour les maires, pour les responsables de territoire que vous êtes, d'être dotés des bons outils pour offrir, pour répondre à cette nouvelle demande sociale. Quand une famille arrive, c'est certes une classe qui ne ferme pas, mais c'est aussi des activités périscolaires et puis peut-être aussi des demandes différentes de gens qui ont été habitués à ce que la collectivité leur apporte toutes ces aménités. On va en parler justement, et la nécessité d'avoir les bons outils pour
pour répondre. Ça a été un des outils principaux qui ont été mis en œuvre, les zones de revitalisation rurale. Ludovic Rochette, avec votre collègue, vous avez travaillé sur ce sujet, vous avez fait des propositions que vous avez présentées récemment. C'était avec Régine Poveda, une mission sur les ZRR. Et ce rapport que vous avez remis le mois dernier contient un certain nombre de propositions très concrètes. Oui, alors je ne vais pas détailler les 15 propositions, mais nous, ce que l'on souhaite, c'est bien sûr revenir à l'assise communale, revenir à la proximité. D'ailleurs, il y a un vrai sens de politique de dire que la base, c'est la commune. En fait, contre les ZRR, on en a parlé dernièrement quand on a changé de périmètre, quand tout d'un coup on a eu le périmètre intercommunal, et là, on s'est aperçu, en plus avec le périmètre intercommunal qui avait été revu, qu'on était complètement hors du coup. Alors, nos propositions avec Régine, et qui sont vraiment en corrélation avec celle de voilà, Bernard Delcros, sénateur du Cantal, qui lui aussi, avec des collègues parlementaires, a travaillé le sujet, et tant mieux si ça concorde et si ça converge. Alors, il y a quelques petits points, mais c'est normal, mais le principe de revenir à la proximité, c'est un principe qui est vraiment du bon sens. Après, c'est aussi évoquer la diversité de nos territoires et d'avoir plusieurs types de ZRR, on en propose 2. Ça peut peut-être aussi être plus efficace, répondre à des spécificités locales, en gardant bien de toute façon un canevas qui doit être bien sûr national, mais avec le sentiment de la plus grande proximité. Parce que ce qui a été publicité depuis quelques années, c'est justement la capacité d'agir en proximité des communes. Et il faut que les ZRR, si on arrive à les sauver, si on arrive à ce que l'on souhaite, à les faire évoluer vers, en fin de compte, un vrai socle des politiques de ruralité, et bien que ces ZRR, elles trouvent une efficacité en accompagnant l'évolution des ruralités. Vous avez parlé des ruralités et justement, même et en concentrant sur l'échelon communal, des zones de revitalisation rurale de différents types qui pourraient être des ZRR+. Oui, alors ce qui nous a aidé, c'est la nouvelle définition aussi de la ruralité et des ruralités. Je sais que le président Lisnard aime bien parler au singulier, mais après on a des réalités plurielles sur le territoire. Avoir sûrement un type qui correspondrait plutôt à ce que sont les ZRR aujourd'hui. Moi je plaide plutôt d'ailleurs pour un changement de nom, mais on n'a pas forcément tous le même idée. Ça, quand on est sur un nom, c'est qu'on est vraiment d'accord sur l'essentiel. Et puis des ZRR plus spécialisés, avec notamment l'ouverture sur des champs tels que le ZAN, tels que l'habitat, des services de proximité, en fin de compte d'arriver à trouver vraiment des politiques, je répète, avec un socle. Peut-être d'ailleurs que les collectivités, telles que les départements et les régions, pourraient ensuite s'asseoir sur ce socle et imaginer là aussi des politiques liées à cette socle avec des critères nombreux qui sont justement tous les ingrédients de cette... Alors, ne rentrons pas non plus dans une usine à gaz. On ne va pas proposer quelque chose qui soit une usine à gaz, alors on taxe toujours l'État dans savoir créer. Ce qu'il faut, c'est qu'on crée des systèmes simples sur des critères qui existent déjà, et puis un critère qui n'est pas facile. On en parle beaucoup avec M. le sénateur, c'est ce critère d'isolement qu'il faut qu'on arrive à définir. Alors, effectivement, ces zones de revitalisation rurale, elles ont eu un effet, mais parfois, pour certains acteurs du territoire, ça a été des effets d'aubaine. Et quand on préparait ce débat avec vous, Régine Poveda, je rappelle que vous êtes maire en Lot-et-Garonne, hein, et le Lot-et-Garonne, ça donne envie plutôt, le sud-ouest. Je pense que ça fait écho aussi à l'étude que nous présentait Marie Breuiller. Mais derrière, il y a dans les effets d'aubaine, par exemple, les médecins qui vont jouer la ZRR par rapport à un autre territoire. C'est ce qui s'est passé chez vous, par exemple. Oui, tout à fait. Et vous parlez du Lot-et-Garonne, permettez-moi d'avoir une pensée pour les parents de Vanessa, puisque malheureusement, le Lot-et-Garonne fait objet d'une actualité cruelle aujourd'hui. Et c'est un petit peu corrélé aussi à ce qui se passe. Savez-vous que, effectivement, comme on est en désert médical, comme dans beaucoup de communes et de zones,
il a fallu aller vers des spécialistes comme des psychiatres pour soutenir. Il n'y en avait pas, il a fallu trouver d'autres solutions. Donc c'est vrai que c'est un cri du cœur qui est arrivé parce que nous avons des maisons de santé, quand je dis nous, c'est Val-de-Garonne Agglomération, a bâti des maisons de santé dans lesquelles il y avait des médecins. Voilà, c'est une grande agglomération, hein, 43 communes autour de Marmont. Voilà, 61 000 habitants. Et donc, en fait, des médecins ont fait le choix de partir s'installer dans une communauté de communes voisines qui, elle, est en ZRR. Alors, ce ne sont pas tous les médecins qui font cette démarche-là, hein, loin de là. Et je suis bien placée pour savoir tout ce combien ils sont essentiels dans nos vies. Mais ça a été le déclic, en fait, de se dire vraiment, on manque de médecins parce qu'en fait, ils partent ailleurs en ZRR. Et donc, ils vont y trouver des avantages, voilà, et donc on crée une concurrence entre les territoires, c'est ce que vous nous dites. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, l'idée a été, je me suis rapprochée de l'AMF pour en parler à plusieurs reprises, et donc, voilà pourquoi j'ai fait partie de cette mission. Je crois que c'est important aussi de remettre de l'équité dans nos territoires, parce que ces ZRR, c'est pas que pour les médecins, loin de là, c'est aussi pour toute l'attractivité. Et tout ce qui va être les entreprises, tout ce qui peut... L'économie locale. Je crois que Madame la vice-présidente va en parler aussi. Je crois que c'est important de savoir tous les retours dont peuvent bénéficier les entreprises et les associations, etc., parce qu'ils sont en ZRR. Et donc, voilà, c'est important que de revenir, enfin, de remettre un petit peu, de rebattre un petit peu les cartes. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler avec Madame la ministre. Eh bien justement, elle vient nous rejoindre, Dominique Faure. Voilà. Venez, Dominique Faure, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargés de la ruralité. Je sais que vous accueilliez tout à l'heure sur le salon le président de la République, et donc on nous avait dit elle aura un peu de retard. Alors on a commencé le débat et puis on est parti sur l'étude présentée par le POPSU sur les conséquences de la crise avec ces mouvements de population. Alors, quels sont après les lendemains de ces mouvements? Comment se donner des services à la population? Et est-ce que les outils sont suffisants? Comment ils évoluent, ces outils? Et on a eu la présentation, l'évocation du rapport qu'a fait avec Brigitte Boveda, Ludovic Rochette sur les ZRR. Mais les ZRR aussi, il y a ce qu'on appelle des effets de bord, des effets d'opportunité. Et vous nous disiez, hein, donc, certains vont choisir le territoire d'à côté parce qu'ils ont un ZRR. Par exemple, les médecins, et ça crée des inégalités, des concurrences. Les médecins et les entreprises. Parce que et les entreprises, et bien sûr, tout le tissu local qui fait la vie locale. C'est une façon aussi je crois que de considérer ces communes qui ont besoin d'attractivité, de pleine attractivité, d'être reconnues en ZRR, c'est vraiment un plus qui peut être apporté à ces communes. Et à notre attractivité, et à la ruralité, parce que vous le savez, on en a parlé, et j'ai écouté plusieurs débats, la ruralité, elle souffre aujourd'hui. Elle souffre parce qu'elle n'a plus de services publics, elle souffre parce qu'elle n'a plus de médecins, elle souffre, elle est en souffrance. Et donc, vraiment, l'annonce qui avait été faite en 2018, fin des ZRR en décembre 2023, ça a été cruel. Ça a été cruel parce que derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que tant qu'on a les ZRR, il y a des entreprises, des collectivités, enfin, des investisseurs qui aussi vivent, ils font vivre le territoire. Et donc si ça s'arrête, ça va être aussi cruel. Alors justement, la suite et anticiper la suite, ça a été aussi les travaux de Bernard Delcros avec 3 de ses collègues parlementaires, députés et sénateurs. Justement, il y a cet outil et puis il y a tous les outils qui accompagnent ce qu'on a appelé l'agenda rural, autant d'outils qui se veulent des leviers pour le développement rural. Oui, alors je vais revenir un instant sur les ZRR. Je veux juste avant quand même profiter de la présence de notre secrétaire d'État à la ruralité pour rappeler que, au-delà des ZRR, ce dont a besoin la ruralité, ce dont ont besoin les ruralités aujourd'hui, c'est vraiment d'un plan d'ampleur. Il faut qu'il y ait une vraie volonté de conduire un plan d'ampleur pour les ruralités qui s'organise autour de 3 piliers. Les services, ça reste la base de l'attractivité des territoires. L'accès à la santé, à l'éducation, la
l'accès à l'éducation y est, mais des bonnes options dans les bons collèges, dans les bons lycées, pour qu'ils soient attractifs, la mobilité, le numérique, et je pourrais citer bien d'autres, l'habitat dans les services, bien sûr, un pilier autour des services, un pilier autour des collectivités locales, parce que les collectivités territoriales, elles ne peuvent pas se contenter de faire fonctionner leur territoire. Il faut qu'elles réussissent le développement rural, il faut qu'elles réussissent la transition et la mutation des territoires ruraux. Donc il faut qu'elles aient des moyens supplémentaires pour réussir cette transition. Et puis le troisième pilier, bien sûr, c'est le soutien à l'économie locale, aux artisans, aux commerçants. Donc je profite de cette présence pour passer ce message. Je reviens tout de suite sur les ZRR, qui est un sujet extrêmement important, et rappeler qu'avec la réalité des choses, c'est que les ZRR, qui sont un outil vraiment très important qu'il faut réformer pour les territoires ruraux, elles ont été menacées de disparition, je le dis tel que c'est, parce que c'est la réalité. C'est ce qui nous a conduit, avec mes collègues Frédéric Espagnac et Rive Cointreau, à conduire dès 2019 un rapport sur le sujet pour, on l'avait appelé, sauver les ZRR. Bon, le gouvernement, Jacqueline Gouraud à l'époque, le Premier ministre Jean Castex, voilà, nous ont suivis et ont prorogé les ZRR jusqu'au 31 décembre 2023. Et nous ont demandé de faire un nouveau rapport qu'on a remis au Premier ministre en avril de cette année. Donc, les ZRR, je le dis, et je sais qu'on est en phase avec Dominique Faure là-dessus, supprimer les ZRR aujourd'hui, ça serait le plus mauvais message qu'on peut envoyer aux territoires ruraux. Donc, il faut qu'on maintienne les ZRR, et on est répondant bien entendu, mais il faut maintenir les ZRR. Et je veux tordre le cou tout de suite à une idée reçue, parce qu'on entend dire, parmi ceux qui prônaient leur suppression, bah, écoutez, il y a beaucoup trop de communes, vous avez 17 000 communes, la moitié des communes de France sont en ZRR. Vous voyez bien que ça ne veut plus rien dire, c'est trop. Je veux tordre le cou à cette idée, parce que le nombre de communes, ça n'est pas le bon indicateur. Aujourd'hui, les territoires en ZRR, pas de 17 000 communes, ça représente 14% de la population française, alors que plus d'un tiers de la population française vit dans les territoires ruraux. Donc ce qui compte, ce n'est pas le nombre de communes concernées, c'est est-ce que je couvre les besoins des populations qui vivent en territoires ruraux. Donc je vais vraiment tordre le cou à cette idée, et je pense qu'à l'inverse, il faut élargir le nombre de communes éligibles. Encore, je le redis, ça n'est pas le bon indicateur du nombre de communes, il faut élargir les territoires éligibles pour qu'ils couvrent vraiment les populations rurales qui en ont besoin. Et organiser le nouveau dispositif ZRR, et je suis pour maintenir le nom très franchement, parce que si on commence à changer le nom, ça laisse à penser que ce n'est pas un bon dispositif. Il faut le réformer, c'est des zones de rééducation rurale, autour de quelques piliers. Évidemment, la question de l'économie, avec les avantages fiscaux d'exonération de charges sociales qui existent aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on soutienne nos petits commerces, nos petits artisans, nos petites entreprises en milieu rural, qui sont des très petites entreprises, qui ont quelques salariés, des fois même pas du tout, ou 2 ou 3 salariés qui ont besoin d'être soutenus. Il y a un pilier autour de cela. Il y a vraiment un pilier sur le médico-social, les services à domicile, notamment, qui aujourd'hui sont au bord de la rupture, parce qu'en territoire rural, faible densité de population, ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de kilomètres parcourus pour peu d'usagers. Et beaucoup de kilomètres parcourus pour peu d'usagers avec l'explosion des prix du carburant, et bien ça rend la situation impossible. Donc il y a ces sujets autour du médico-social, autour des services à domicile. Et évidemment, il faut renforcer les moyens financiers des collectivités, j'en ai parlé, c'est vraiment l'enjeu de la réforme, et je souhaite vraiment que dans cette après 2023, on ait non seulement, on n'ait pas supprimé les ZRR, mais qu'on ait renforcé, consolidé ce dispositif qui est extrêmement important pour le secteur rural. Le consolider parce que, comme vous l'avez dit, il s'agit d'une mutation aussi et il y a besoin de levier. Véronique Pouzanou, maire de Gannat. Alors, Gannat, c'est près de 6 000 habitants. Vous êtes aussi la présidente d'une interco, Saint-Pourçain-sur-Sioule, 60 communes, 34 000 habitants, présidente des maires de l'Allier. Vous êtes en ZRR. Vous êtes aussi dans d'autres dispositifs, Petite Ville de demain. Ces outils sont utiles. Déjà, le mot ZRR est une revitalisation. Vous êtes pour un changement de nom, parce que... Bonjour, je ne sais pas si je suis un changement de nom, je vais contrarier le sénateur. Je suis encore jeune en politique et j'ai toujours l'impression que quand on parle de ruralité, derrière on a toujours des mots négatifs. Revitalisation, c'est comme s'il n'y avait plus rien et que alors là on était vraiment en mode on ne va pas s'en sortir. Je vous disais à juste titre, Petite Ville de demain, c'est sympa, mais moi c'est aujourd'hui que je suis là. Certes, on construit celle de demain, mais les outils, il faut qu'on les ait aujourd'hui. Donc voilà, c'était un petit peu ma petite anecdote. Et en cours de travail, j'avais pu dire, on parlait de zones d'opportunité rurale. Je trouverais ça assez... Il ne s'agit pas de réaliser un monument humble et personnel qui ne changera pas la face du monde, parce que la face du monde, ça serait bien, oui, en effet, que les ZRR, elles restent.
Moi, j'étais le territoire d'à côté, et c'est ça qu'il faut faire attention. En 2014, petite interco du bassin de Ghana, nous étions le territoire d'à côté des Combrailles et de Saint-Pourçain-sur-Sioule. Eux étaient en ZRR, moi, je n'étais pas en ZRR. J'arrive nouvelle élue en 2014, et donc on me dit « Mais qu'est-ce que tu as glandé ?» Ben rien, je suis nulle. Donc il faut faire attention à ça aussi, parce que c'est important de dire que ce n'est pas les élus qui vont forcément, parce qu'ils ont du réseau, aller défendre leur territoire, on sert à ça, mais aussi il faut mettre des critères qui font attention à une égalité territoriale pour pas être le territoire d'à côté. 2017, Grande Comcom, Saint-Pourçain-sur-Limagne, donc là on est tous rentrés en ZRR et on a pu avoir cette homogénéité. Ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas nous sortir tout de suite parce que les bienfaits qui sont faits, il faut du temps pour consolider. Alors, on va essayer de récolte. Mais voilà, donc c'est important qu'on laisse le temps de la récolte et de ressemer. Ludovic Rochette. Oui, dans cette histoire d'avenir, de temps, un, de sauver les ZRR, deux, de savoir les faire évoluer, il y a le pragmatisme. Il y a l'échelle communale qui est la base, et puis quand on s'aperçoit que sur un terrain, il y a 90% des communes qui sont en ZRR, que l'Interco a développé son projet de territoire à travers le dispositif des ZRR, il faut donner cette chance à l'intercommunalité. Et donc ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un cadre général, et puis vraiment un grand pragmatisme, territoire par territoire, pour qu'on trouve les moyens d'efficience. Avoir cette position de base sur la commune, pour moi ça me paraît essentiel. Par contre, il ne faut pas mettre en péril des politiques intercommunales qui seraient aujourd'hui efficaces. Donc des dispositifs dans lesquels on entre, il faut en sortir, à quel moment en sortir, hein, c'est aussi toute la question de l'accompagnement et de l'envol aussi d'un territoire. Oui, alors il faut en sortir, et c'est le principe, parce qu'il faut aussi que la chance soit donnée aux copains, parce qu'on peut avoir des cycles où dans des territoires ça va bien, dans des territoires à un moment donné ça va mal, il faut laisser ce tour du cycle. Alors en sortir, c'est sur quels critères, je ne sais pas, mais en tout cas ce qui est certain, c'est qu'on en sortira d'autant plus facilement de ces zonages quand on aura compris collectivement que investir en ruralité coûte 2 fois plus cher pour les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'un service qui vient naturellement en ville ne vient pas naturellement à la campagne. Moi j'ai un cinéma, il est municipal, le privé ne vient pas. On fait du portage de yoga parce que c'est bête à dire, mais dans le territoire, il y a des gens qui ne pourraient pas se nourrir parce que le privé n'y va pas. Et à un moment donné, je crois qu'il faut aussi qu'on sorte de se regarder entre État et nous ce qu'on peut faire. Et on a besoin des acteurs, alors je regarde mon collègue, mais même des acteurs plus loin, plus hauts, des investisseurs qui investissent en ville. Pourquoi on n'a pas un fonds de soutien beaucoup plus clair et fort qui doit être donné pour dire, et on donne aussi à la ruralité la chance que des privés viennent investir avec un fonds de soutien autre qu'on peut faire. Et ça, je trouve que collectivement, on n'est pas assez offensif. Et de toute façon, on se partage l'argent qu'on n'a pas forcément les uns et les autres. Donc il faut qu'on arrive à sortir de notre vision très collectivité et très peut-être non publique. Alors votre voisin c'est Olivier Sichel, on va lui donner la parole dans un instant, mais je rappelle qu'il y a l'espace des questions, l'espace où vous pouvez témoigner des difficultés que vous rencontrez, des réussites aussi, et puis des propositions que vous souhaitez faire dans ce débat. Alors les outils, effectivement, hein, la Caisse des dépôts est vraiment partie prenante. On évoquait Petite Ville de demain, l'agenda rural. Et pour répondre à la question, à l'interpellation de votre voisine Olivier Sichel, aujourd'hui, donc, comment dans ces territoires, avec des enjeux, des outils, on fait en sorte que ces outils soient le plus efficaces possible? Alors d'abord, nous, on a une conviction à la Banque des territoires, on est la banque de tous les territoires, c'est que les territoires ruraux, ils sont créateurs de valeur. Et dans une époque où on voit bien les sujets de souveraineté, il faut se rappeler quand même, et Mme la ministre sera d'accord, que c'est dans la ruralité qu'on a toutes les ressources en eau, les ressources naturelles, je pense au bois, les ressources agricoles, je pense aux questions de souveraineté alimentaire. Et donc on a la conviction que ce sont des territoires extrêmement riches, créateurs de valeur, et qu'ils méritent notre attention au même titre que les métropoles. Des territoires créateurs de richesse pour l'ensemble de la communauté nationale, vous voulez dire? Absolument, absolument. Alors, quand on a dit ça, on est dans les territoires hauts, il faut parler concret. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on s'est profondément engagé, et on s'est engagé avec la ministre dans le programme Petite Ville de demain. Petite Ville de demain, c'est 1600 communes qui
qui font office de centralité rurale, et dans lesquelles on a demandé au maire, parce qu'on ne l'a pas construit tout seul, ce programme il a été construit, tous les programmes qu'on construit à la Banque des Territoires, on les construit en s'appuyant sur les maires, en disant de quoi vous avez besoin. Et souvent, c'est de l'ingénierie, c'est de se dire, on est des petites entités, on n'est pas des grandes villes avec des services municipaux importants, et donc mettez-nous de l'intelligence au plus près des territoires. Et donc on a décidé de mettre 200 millions de crédits d'ingénierie. Ces 200 millions, ils sont déjà dépensés. Et 120 millions qui ont déjà été engagés en recrutant 888 chefs de projet qui sont auprès des maires. Je ne sais pas, Madame la maire, si vous avez un chef de projet à côté de vous. Très bien. Et j'espère qu'il est bon et qu'il apporte de la valeur. Alors, mon chef de projet était bon, mais par contre, si je peux me permettre, alors je vais me faire muer, les cabinets qui nous accompagnent, ils ne nous écoutent pas. Et donc, ce qu'on fait à Ghana, il faudrait le faire partout ailleurs, avec la piste cyclable, le machin, le truc. Et je trouve que c'est dommage qu'on n'arrive pas à mieux aller dans la finesse des élus. Partir du projet du territoire et de ce que souhaitent les élus. Vous laissez le micro, fallait pas. Non, mais je suis très content parce qu'on aimerait savoir un débat. Et à la limite, je préfère qu'on ne soit pas trop trompé sur le chef de projet qui reste là 2 ans, parce que les cabinets, on peut en changer. Et justement, à côté des chefs de projet, il y a des missions d'ingénierie, et ça aussi, elles sont cofinancées par la Banque des Territoires. Et donc là, il y a un boire et à manger, les prestataires, on les connaît tous. Certains se sont dit, c'est intéressant, on va y aller, sans apporter la valeur que l'élu était en droit d'avoir, donc à nous de changer. Et donc après, ça permet quand même de bien définir le projet, ça permet de bien définir les conditions de réalisation du projet, d'investissement, de se dire, comme disait ma voisine, le privé ne viendra pas, sur un cinéma rural ça ne viendra pas, et donc il faudra trouver un autre montage, avec des aides du département, avec de l'aide de la région, avec une société d'économie mixte, et là on est véritablement profondément engagé auprès des élus pour ces territoires, et de nouveau, on y va avec aucune condescendance, aucun sujet de revitalisation, non, c'est des projets de ville, et c'est des projets qu'on accompagne avec des spécificités territoriales qui sont là aussi très variables, parce qu'on n'accompagne pas une commune de montagne, comme une commune du littoral, ou comme une commune qui est en zone frontalière. Donc là, on est profondément engagé, c'est bien parti, je trouve. Il faudra sans doute, on avait parlé de la ministre, refaire de l'animation. Si je devais vraiment avoir quelque chose, c'est que moi je pousse beaucoup pour le partage des expériences. On avait lundi tous les maires cœurs de ville, qui est un peu le grand frère du programme Petite Ville. Plutôt ville moyenne. Exactement. Donc lundi après-midi, on a réuni 100 maires, uniquement horizontal. Il y avait juste un discours, celle de la ministre. Le reste du temps, c'était que du partage d'expérience et de l'échange. Et moi, je suis vraiment pour que maintenant, quand le programme Petite Ville demain aura eu de la puissance, qu'on aura des premières réalisations, que les maires les plus avancés puissent partager avec les autres, parce que je suis persuadé que l'horizontalité est une des clés du succès dans le monde rural. L'horizontalité, on va en reparler de cette mise en réseau, mais on évoquait l'évolution des ZRR. Dominique Faure, secrétaire d'État en charge de la ruralité. Je rappelle au passage qu'il y a encore quelques mois, vous étiez maire, vous-même, en Haute-Garonne, à Sainte-Thérèse de Ganneville. Alors d'abord, les inquiétudes qu'il a pu y avoir sur les ZRR, et puis l'évolution de tous les dispositifs qu'on a appelés agenda rural. Oui, d'abord vous remercier, et puis remercier tous les participants. J'ai entendu des choses très intéressantes et j'aimerais bien avoir un échange avec vous, soit juste après, soit dans la semaine qui vient, parce que Bernard, on se voit tout le temps, Monsieur le Président, on se voit régulièrement, et là j'ai trouvé des choses très très pertinentes qui viennent compléter ce que nous avions en tête. Vous évoquez 2 grands sujets. Le premier, c'est les ruralités et les difficultés qu'elles rencontrent. Va-t-on les prendre à bras-le-corps, mettre en place un programme d'envergure comme Bernard l'a dit? Oui, je vais proposer quinzaine de janvier à la Première ministre un programme d'action qui va s'inscrire pour partie dans l'agenda rural, parce que beaucoup de choses, et ça vient d'être cité, qui étaient dans l'agenda rural sont des... Il faut rappeler, l'agenda rural, c'est des dispositifs qui se veulent complémentaires aussi pour soutenir l'économie, pour soutenir la vie des ruralités. Absolument, c'était donc septembre 2019, mon prédécesseur, que je salue, Joël Giraud, qui a porté en septembre 2019 un programme d'action, 3 milliards d'euros, 181 actions pour les ruralités. Certaines ont très bien fonctionné, d'autres moins, et la Première ministre a laissé jusqu'à la fin de l'année pour analyser, évaluer et porter
des idées. Alors moi je veux voir quelque chose de plus ramassé, de plus concret, de plus concis et de plus court terme, parce que je voudrais que déjà à l'été et déjà à la fin de l'année, on voit un certain nombre de choses évoluer. On a d'excellentes bonnes pratiques dans les territoires sur le sujet du dernier kilomètre, des mobilités solidaires, des déserts médicaux. Il y a beaucoup d'initiatives portées dans les territoires qui sont très vertueuses, qui fonctionnent bien, et un de mes enjeux va être de les faire connaître et de les partager. Et le deuxième sujet, qui est pour moi fonctionne ensemble, mais quand même disjoint, c'est les ZRR. Et effectivement, j'ai entendu en arrivant au gouvernement début juillet qu'un certain nombre de gens s'interrogeaient sur la pertinence de ces 300 millions d'euros, puisque c'est à peu près ce que ça représente dans le budget de l'État. Et il ne m'a pas fallu longtemps pour rapidement, après mon arrivée, aller rencontrer au Sénat le sénateur Delcros et Frédéric Espagnac, qui ont écrit ce rapport à deux vitesses, que je trouve très intéressant, autour de 14 propositions, avec peut-être une maille un peu large et puis une maille très serrée, avec des aides un peu différenciées. Donc dès juillet, j'ai saisi, et je veux remercier le préfet qui est devenu haut fonctionnaire et spécialiste des ZRR, qui s'appelle le préfet Philiseau, haut fonctionnaire, qui a pris en bras-le-corps le sujet, qui interviewe beaucoup de personnes, et on a ensemble travaillé la semaine dernière aussi, et qui a pour but de nous proposer deux choses, à la fois un nouveau périmètre, si besoin l'élargir, si besoin le rétrécir, et puis en même temps, s'il doit être à deux vitesses, quelles seraient ces deux vitesses, et quel est le contenu des aides sociales et fiscales qui seraient afférents à ces périmètres. Mais le projet nous dit partir toujours de la commune. Oui. L'importance, c'est de bien avoir cette unité pour construire le projet. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que, effectivement, on dialogue beaucoup avec les associations de maires ruraux, on dialogue beaucoup avec l'association des maires de France, et on dialogue avec des maires qui sont en ZRR. Mais ce que je voulais que les maires entendent, c'est que c'est un projet pour fin 2023, vous l'avez compris, applicable en janvier 2024. Il y aura deux lois, il y aura la composante, on va dire, sociale et fiscale qui génère du budget, qui, elle, devra passer dans la loi de finances 2024. Donc à l'été 2023, nous serons amenés à voter cette composante fiscale de ces ZRR, et en même temps le périmètre, le zonage, qui devra faire l'objet d'une loi spécifique. Donc, tout cela m'amène à vous dire que le préfet Philiseau, ses interviews, les hauts fonctionnaires qui l'entourent, les élus qui l'entourent, parlementaires, députés, sénateurs, maires, nous ferons une proposition en mars. Pour vous dire que je suis le sujet de près, je le travaille avec lui 2 heures toutes les 2 semaines pour voir comment nous avançons sur le sujet. Et vous avez travaillé avec vous et avec les congressistes. Vous avez la possibilité aussi de faire des propositions. Il y a cet espace questions, mais aussi vos témoignages. N'hésitez pas à intervenir, c'est aussi comme cela que peuvent se construire et peuvent s'améliorer des dispositifs. Alors, Cécile Gallien et Karine Gloanec-Morin, nos coprésidentes, je me tourne vers vous justement sur les améliorations et puis des réactions à ce que vous avez entendu, ce qu'on dit. Libéré, Nicolas Sauret, je voudrais dire un petit mot d'un investissement que vous avez porté et soutenu qui concerne l'accès aux soins à Joigny, c'est ce fameux cabinet dentaire. Vous avez bataillé vraiment pendant des mois, d'abord pour trouver un local, pour le rendre flambant neuf et puis pour trouver le dentiste. On en est où à Joigny? C'est drôle que vous ayez suivi ça. J'ai suivi. Nous n'avons plus qu'un dentiste à Joigny, 10 000 habitants, et puis surtout sur l'ensemble du bassin de vie qui fait 30 000 habitants. J'ai réussi à faire venir une dentiste. Et alors là, vous savez, il y a des choses, des fois, quand vous êtes maire, vous sentez venir, puis il y a des choses, vous sentez pas venir. Et alors là, j'ai rien vu venir. C'est-à-dire que je pensais qu'annoncer à la population l'arrivée d'une nouvelle dentiste créerait de la joie, enfin peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, les gens seraient heureux. Soulagement, oui. Et alors là, je prends un retour de boomerang incroyable, puisque cette dame, ce sont des milliers d'habitants qui attendent d'avoir un dentiste. Elle a pu prendre, parce qu'elle n'a toujours que 2 bras, quelques centaines de patients. Oui. Donc tous ceux qui ont eu un rendez-vous, je voyais bien un samedi matin au marché, on me chuchotait « Merci, moi j'ai eu un rendez-vous, mais il faut surtout pas le dire trop fort, parce que vous avez des milliers de gens très énervés de ne pas avoir eu de rendez-vous. » Et là, je prends un boomerang sans fin en disant « Ça sert à quoi d'avoir fait venir, puisque moi, j'ai pas eu de... Donc vous cherchez un deuxième dentiste, si je comprends cherche bien. tous les dentistes de France qui ne savent pas où se positionner. Je les invite à venir dans la plus belle ville du monde, à Joigny. Il y a du vin, il y a des bons restos, c'est magnifique et on a besoin de vous. Mais plus sérieusement, cette crise
médical, ce désert médical, c'est en train de nous sauter à la tête à tous les maires de ce pays. Parce qu'on nous rend responsables de ne pas trouver de médecins. Mais il faut dire qu'il y a plus de médecins qui partent en retraite que de médecins qui n'arrivent et qu'on paye 30 ans de numerus clausus. Donc ça, c'est très compliqué. Et alors ça, pour le coup, et moi je peux le comprendre, hein, quand vous avez mal aux dents, il n'y a plus rien d'autre qui compte que de vous faire soigner. Ça, quand les gens ont des problèmes pour se faire soigner, ça rend les gens agressifs. Et encore une fois, je peux le comprendre, parce que la douleur amène à vouloir trouver un responsable, un coupable. On va y arriver. J'en appelle sur vos ondes à tout dentiste qui voudrait s'installer. Joanie vous accueillera avec plaisir. Merci Nicolas Sorem. Madame, vous allez bien? Bonjour. Alors, on m'en a donné déjà. C'est bien. Juste à côté. Il va s'en occuper. Tout va bien? Oui. Bonjour, messieurs. Bonjour. Madame. Vous voulez un coup?